La rédaction est d'autant plus exigeante que nous nous engageons dans le travail d'écriture alors même que les activités de lecture et d'analyse du matériau sont toujours en cours. Notre propre expérience et celle de nombre de nos collègues est celle d'une découverte assez tardive de la thèse de la thèse. Cette citation est extraite de l'article L'écriture de la thèse, une improvisation méthodique. Et si je l'ai choisie, c'est parce qu'elle fait écho à la conversation que j'ai eue avec Clara. Clara est doctorante en fin de parcours et elle partage avec nous de précieux conseils pour appréhender au mieux la phase de rédaction de la thèse. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Je suis ravie, Clara, de t'accueillir sur le podcast pour ce troisième épisode où on va donc en découvrir un peu plus sur ton parcours et où on va aborder plus en détail un sujet qui va certainement intéresser de nombreux doctorants et de nombreuses doctorantes, à savoir la rédaction de la thèse. Et est-ce que pour commencer, tu accepterais de te présenter, de te présenter et de nous dire quel est ton lien à la recherche? Oui, bah, écoute, volontiers Caroline. Donc moi, je m'appelle Clara Lecabre. J'ai à l'heure actuelle 26 ans. Je suis en quatrième année de doctorat donc en études hispaniques à l'Université de Bordeaux. Et ma thèse porte sur un aspect thématique de la poésie féminine qui a été publiée après les années 80 en Espagne, donc après la chute de la dictature. Voilà. Donc tu es, entre 2 universités, à la fois en France et en Espagne, c'est bien ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire que, voilà, donc j'ai 2 directeurs ici en France, à Bordeaux, et j'ai également un directeur qui me suit en Espagne. Oui, on y reviendra sur la co-tutelle, éventuellement donner des clés pour savoir comment est-ce qu'on arrive à cette double inscription et qu'est-ce que ça implique aussi au niveau de la rédaction de la thèse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours post-bac? Qu'est-ce qui se passe après, cette période-là? Et est-ce que tu penses déjà à la recherche ou pas du tout? Est-ce que tu étais destinée à une autre voie? Eh bien, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique, enfin enfin pas très, comment dire? Pas très conventionnel. C'est-à-dire que j'ai beaucoup changé d'établissement. Donc j'ai commencé à faire mes études en prépa à Nice. Donc voilà, j'étais en prépa lettres et en prépa lettres, on les profs ne conçoivent pas spécialement que les élèves puissent faire autre chose que devenir prof, après la prépa. C'est-à-dire qu'on rentre en prépa. Généralement, on rentre avec une idée, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, mais on finit tous profs. Sauf ceux qui se prédestinent vraiment vers d'autres grandes écoles, que ce soit journalisme, Sciences Po ou école de commerce. Mais sinon, voilà, on est assez bien formaté pour être prof, c'est-à-dire qu'on est en prépa, on pense déjà à la grève. Voilà. Donc après ces 2 ans de prépa, où soit dit en passant, j'étais en spécialité philosophie, ce qui m'a pas trop réussi, pas du tout. Et bien, je suis allée à l'université de Lyon 2, voilà, où j'ai fait de, une année de licence. Mais voilà, donc de licence en LLCE, hein, en espagnol. Voilà. Mais la Méditerranée me manquait assez, donc du coup j'ai décidé de retourner sur Nice l'année d'après. Voilà, donc j'ai pris le train, je suis allée aux journées portes ouvertes de l'université de Nice, et là j'ai rencontré celle qui serait ma directrice de mémoire, et voilà, donc qui était celle qui représentait l'espagnol à ces journées portes ouvertes, et qui m'a conseillé de faire ma première année de M1 ici à Nice, sous sa direction, et ensuite de partir en Espagne. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ma première année à Nice sans problème, en master, et puis en deuxième année, en parallèle des cours qu'on avait à distance, donc ça c'était tout bénef. Eh bien, j'étais assistante de langue à Murcie, voilà, donc qui est une petite ville, enfin une ville dans la région du même nom d'ailleurs, de Murcie, à côté d'Alicante, voilà, pour signaler. Voilà,
Et alors, j'ai juste une question pour revenir. Quand tu passes de la prépa à la licence, tu es directement inscrite en troisième année de licence? Il y a une passerelle? Voilà, Ok. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des passerelles, il y a aussi un truc qui s'appelle la sous-admissibilité et qui normalement en fait confère des équivalences à quiconque la détient. Mais en fait, il y a véritablement le monde de la prépa et le reste. C'est-à-dire qu'en prépa, en fait, on nous dit oui, si vous êtes sous-admissible, vous serez admis partout. Les universités n'en ont pas parlé, n'en ont jamais entendu parler. Donc, du coup, j'ai dû m'inscrire un peu comme tout le monde à l'université en L3, du coup, à l'université de Lyon 2. Voilà, bonne expérience. D'accord. Donc, reprenons. Après, tu arrives assistante de langue à Murcie. C'est ça. Voilà, donc j'arrive assistante de langue à Murcie et puis je suis un petit peu tombée amoureuse de la région, de la ville, et du coup j'ai décidé de rester là. Voilà, donc juste après cette année d'assistanat, j'en ai refait une autre sans être inscrite nulle part. Mais comme j'avais eu une bonne note au M2 et que ma directrice, donc ma directrice de mémoire, qui ne pouvait pas soutenir ma thèse, euh, m'avait recommandé à une de ses collègues d'une autre université, eh bien, j'ai tout de suite saisi l'opportunité de m'inscrire en thèse dès que je l'ai pu. Parce que, voilà, donc j'avais cette opportunité, du coup, voilà, donc j'ai décidé vraiment de sauter dessus. Et c'est comme ça que, après un an à ne rien faire à Nautilus, bah, du coup, je me suis inscrite en thèse, voilà, en 2020. Voilà. Mhm. Et donc, elle pouvait pas te suivre parce qu'elle avait pas l'habilitation à diriger les recherches, Exact. c'est ça? Mhm. Ok. Et ton mémoire avait déjà un lien au niveau thématique avec ce que tu ferais ensuite au niveau de la thèse? Alors niveau thématique, pas vraiment. En fait, bon, à Nice, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais on faisait deux mémoires. Donc j'avais fait un mémoire de M1 sur une poétesse, un mémoire de M2 sur trois poètes, mais qui portaient pas du tout sur la même thématique que je fais aujourd'hui. Là, je suis plus sur des thèmes qui tournent autour de la spiritualité globalement. Et, et en fait, la seule chose qui est en commun, c'est le fait qu'il soit contemporain et espagnol, c'est tout. Donc, il n'y a pas véritablement de lien avec ce que je fais actuellement. Mais voilà, donc les deux. Bon, et littérature quand même. Voilà, T'es exactement. resté On toujours reste dans dans... la poésie, on reste dans la poésie contemporaine, espagnole, mais c'est tout, hein. Aucun lien sinon. Bah, c'est intéressant parce que justement dans l'épisode précédent, c'était l'inverse. On a vraiment eu une continuité et j'en parlais. Je disais qu'il y avait différents profils et qu'on peut même totalement changer de sujet et de champ disciplinaire pour ce qui est des études hispaniques. Quand on passe du mémoire à la thèse, finalement, il n'y a pas trop de règles du moment qu'on a un projet solide. Du moment qu'on a un projet solide, que c'est accepté par l'école doctorale, oui, c'est-à-dire que moi, apparemment, il est passé comme une lettre à la poste, donc oui, c'est sûr que quand je suis rentrée en thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes en fait qui avaient leur thèse qui s'inscrivaient dans la continuité de leur mémoire. Euh, bon, c'était pas le cas pour moi, mais ça m'a pas empêché voilà, donc de rédiger ma thèse, voilà, hein, et de me sentir complètement légitime dans mon sujet. Donc du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et alors, pour reprendre un petit peu ton expérience en prépa, puisque c'est pas toujours le cas d'avoir eu cette première expérience en prépa. Il y en a bien sûr hein, qui sont actuellement en thèse études hispaniques, hispano-américaines. C'est pas non plus un parcours inédit, mais plus rare. Est-ce que il y a peut-être des choses, des clés, que ce soit au niveau de l'organisation, de l'efficacité que tu aurais appris par la prépa et que tu aurais pu remettre à profit au cours du doctorat, ou alors c'était deux méthodes trop éloignées et t'as pas forcément vu le lien. Est-ce que tu trouves que ça t'a apporté peut-être une façon de penser, de réfléchir Euh, Voyons voir. C'est une bonne question, à vrai dire, parce que, bon, en prépa, en fait, on a les 2 ans du concours. La première année, c'est un petit peu une mise à niveau. Et la deuxième, donc, c'est véritablement le concours. Et c'est vrai qu'on nous formate un petit peu à une certaine pensée, à une certaine façon de faire. Et par exemple, donc, probablement une plus grande organisation. C'est-à-dire que moi, je sais que bon, je travaille sur des poétesses et donc un corpus assez large. Bah, le fait de faire des fiches, de s'organiser, de prévoir également tout ce qui est des plages horaires, hein, un certain nombre de tâches qu'on se fixe.
Ça, j'ai probablement hérité de la prépa. Euh, on a tendance à dire que avec la prépa, comment dire, on obtient en fait une certaine, comment dire, une méthode de travail, une discipline un peu particulière. Et je pense que ça, j'en ai bénéficié tout au long de ces années de thèse, je pense. Voilà, c'est plus le cadre et se dire, euh, ouais, voilà. Ben, on y reviendra sûrement après quand on parlera vraiment de comment s'organiser, comment tu t'es organisé pour rédiger la thèse et comment tu continues de le faire. Mais alors avant cela, continuons avec ton parcours. Donc, tu arrives en première année de thèse, il faut t'inscrire et donc tu es dans un cas de co-tutelle. Et est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes comment ça se passe? Histoire que donner encore une fois des clés aux personnes qui voudraient ensuite aller plus loin et se renseigner davantage. Oui, alors, j'aurais bien aimé écouter ce podcast avant de faire moi-même les erreurs que j'ai faites. Oh mon Dieu, oh là là. Bon, mais c'est très très simple. En fait, globalement, j'avais mal lu la documentation, hein, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que l'année avant de m'inscrire, où vraiment je ne faisais rien d'autre que travailler, j'ai essayé de m'y prendre à l'avance au cas où il y aurait des difficultés d'inscription dans le parcours. Et malgré toutes mes précautions, évidemment, il y a eu des difficultés dans le parcours. C'est-à-dire que je me suis inscrite à l'université de Bordeaux, donc dans les délais, sans aucun problème. Et puis, concernant la co-tutelle, eh bien, j'ai cru comprendre en fait que la personne de l'administration s'occupait de tout. Et pour moi, en fait, s'occuper de tout, ça voulait dire s'occuper même, enfin, s'occuper de mettre en place cette co-tutelle. Et je n'avais pas compris qu'il fallait m'inscrire également en Espagne. Et donc, je me rappelle très bien, j'étais dans la rue, je reçois un mail de la personne qui s'occupe des inscriptions à Bordeaux qui me dit voilà, donc je vous annonce que vous êtes inscrite. Faites-moi parvenir dès que possible votre certificat d'inscription à l'université de Murcie pour pouvoir finaliser la co-tutelle. Et là, je me décompose dans la rue, non? C'était un peu chaotique, donc du coup, je l'appelle en panique et je lui dis comment ça? Et elle me dit oui, oui, mais oui, il fallait s'inscrire, enfin, enfin, c'est évident, il fallait s'inscrire. Et comme en fait, je suis la première de ma famille à ne serait-ce qu'arriver au bac, ben, j'avais pas spécialement l'expérience d'autres personnes qui pouvaient m'aider en fait dans ce cas-là. Donc du coup, j'appelle celui qui était censé me diriger à l'époque, à Murcie, et donc pour lui expliquer ma situation et pleurer. Et il me dit bon, je m'occupe pas de l'administration, mais ne t'inquiète pas, on peut toujours s'inscrire plus tard. Bon, parce que c'est comme ça, voilà. Donc du coup, je téléphone à l'administration et on me dit oui, il est possible de s'inscrire plus tard. Donc voilà. Donc au final, c'est toujours le paradoxe de l'Espagne. Il y a des délais stricts, mais il y a aussi des moyens de les contourner. Et là, en l'occurrence, ben, je me suis inscrite en janvier ou en février à l'université de Murcie, voilà, donc dans la deuxième phase d'inscription. Et la co-tutelle a pu se mettre en place à la fin de l'année. Mais voilà, mais c'est important qu'elle soit mise en place au début de l'année. Enfin, à la première année de thèse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place de co-tutelle plus tard. Mais voilà, donc à la fin de cette année-là, j'avais mon contrat de co-tutelle. Euh, et voilà, donc j'ai plus de peur que de mal, finalement. Mais voilà, voilà, donc il faut s'inscrire en même temps aux deux universités. Et puis après, c'est vrai que c'est l'administration qui se charge de faire les contrats de co-tutelle, ça oui. Peut-être un conseil qu'on peut donner, c'est dès qu'il y a éventuellement un couac administratif, n'hésitez pas à aller directement au contact des personnes en question, que ce soit bah, par téléphone s'il y a la distance ou même physiquement sur le lieu, parce que c'est vrai qu'il y a d'une part ce qui est écrit sur le site internet et puis après bah, les liens entre deux personnes, deux êtres humains, qui fait qu'on adapte et il y a souvent des solutions qui peuvent être apportées. Donc n'hésitez pas à rentrer vraiment en contact avec les services compétents. Quand j'ai eu ce problème-là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est contacter un syndicat. Mais il n'y a pas de syndicat de doctorants. Du coup, éventuellement, voilà, donc contacter bah, une association comme on en a maintenant, les associations de doctorants, bah, voilà, donc compte dans leur rang des personnes qui sont à même de vous aider. Et voilà.
Tout à fait. Et ton contrat de co-tutelle, donc une fois qu'il est fait, tu dois le renouveler chaque année ou c'est vraiment pour 3 ans? Alors, dans le contrat, il est inscrit que le contrat a une durée de 3 ans. Et puis ensuite, si on renouvelle, ça veut dire faire un avenant et à chaque fois signer. Donc là, je viens de faire mon premier avenant. Donc voilà. Donc en théorie, c'est voilà. Donc la durée minimale, on le fait pour la durée minimale. Après, s'il y a des changements, par exemple des changements de direction, on doit faire un avenant. Et après, voilà. Donc pour toutes les dérogations, un nouvel avenant. Oui, pour ça, Espagne et France, ça, du coup, c'est à peu près la même démarche, le même fonctionnement. Et alors, faire une co-tutelle, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que, par exemple, au niveau du lieu de résidence, est-ce que ça veut dire faire au moins une année dans la ville où se trouve l'université étrangère, ou à l'inverse, au moins un an dans l'université française? Comment ça se passe sur le lieu de résidence? Alors, eh bien, a priori, oui. C'est-à-dire que même mon contrat de co-tutelle mentionne, voilà, donc l'étudiante fera telle année à Murcie, telle année à Bordeaux, telle année à Murcie. Voilà, donc c'est quelque chose qui apparemment, qui est stipulé. Et c'est quelque chose que j'ai suivi moi-même parce que j'avais des opportunités professionnelles. C'est-à-dire que j'ai été lectrice à l'université de Murcie 2 ans, à terre à Bordeaux, donc du coup, ça s'y prêtait. Mais c'est sûr qu'avoir à déménager, c'est quand même assez complexe. Et qui plus est, quand on n'a pas spécialement à faire de terrain sur place, entre guillemets, on peut comprendre que c'est contraignant. Donc moi, j'ai cru comprendre dans les faits que c'était simplement une mention, mais que si c'était pas tenu, on n'allait pas nous en tenir rigueur. Mais quoi qu'il en soit, moi je l'ai fait. Mais après, il est possible de faire, ouais, j'imagine peut-être 3 mois, ou alors juste une petite université d'été, si vraiment les universités s'attachent à ces détails. Moi, je sais que ni à Bordeaux ni à Murcie, ça n'a été le cas, hein. Ils étaient assez flexibles. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc j'ai fait 2 ans à Murcie, 1 an à Bordeaux. Ouais. On t'a jamais demandé de justificatif de domicile absolument à fournir pour prouver que... Absolument D'accord. pas, absolument pas. Surtout pas à Murcie. C'est-à-dire qu'à Murcie, moi, ils m'ont demandé, bon, après, j'imagine qu'on y reviendra, mais ils m'ont demandé presque rien, vraiment, sur la réinscription, c'est rien du tout. Donc, voilà. Mhm. Et alors au niveau de la rédaction justement de la langue, je pense surtout, alors la question se pose encore plus dans notre doctorat, qui est un doctorat en études hispaniques et hispano-américaines, mais est-ce que tu es tenu d'écrire dans les deux langues, dans une des deux langues, et quelle est la langue parlée par tous tes directeurs aussi? Est-ce qu'ils sont tous bilingues? Est-ce qu'il y a des hispanophones? Voilà, dis-nous en plus sur cette question de la langue de rédaction. Alors, bah, du coup, pour en revenir au contrat de co-tutelle, le mien dit la thèse sera rédigée en espagnol, avec résumé et conclusion en français. Et ça, c'est quelque chose, je me rappelle, dont j'ai dû parler avec mes directeurs de Bordeaux initialement. Voilà, c'est-à-dire qu'on m'a demandé, non, on m'a dit, hein, normalement, la norme en France, c'est la rédiger en français, c'est comme ça. Cependant, on peut demander une dérogation. Et en l'occurrence, moi, la dérogation n'a pas été nécessaire parce que le contrat de co-tutelle le stipulait. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir à rédiger une thèse dans une langue étrangère qui ne soit pas le français, si on a une co-tutelle, voilà, donc ça passe comme une lettre à la poste, alors que d'habitude, voilà, ils font demander ce genre de dérogation. Et j'ai pas eu à le faire, donc ça c'est bien. Le choix de l'espagnol s'est imposé spontanément parce que, mais en fait, je partais du principe que mon directeur d'espagnol ne parlait pas français, mais en fait, il a lui-même travaillé sur l'hispanisme, donc en fait, on est dans de la méta-recherche, et il parle français en fait. Et il m'a dit, du coup, j'ai eu l'occasion de le voir en tutoria, donc en, comment on dit en tuto? Oui, Oui, un rendez-vous oui, de suivi de thèse, on va appeler ça comme ça. exactement. Donc j'ai eu l'occasion de le voir en rendez-vous de suivi de thèse et il m'a dit: «Oui, oui, non, moi, je parle français, il y a pas de problème, mais quoi qu'il en soit, je me voyais mal faire une thèse sur mon sujet en français, ça aurait été bizarre». Donc et puis c'était important pour moi, c'était un petit peu un défi parce que, voilà, donc c'était important de savoir que, voilà, j'avais la capacité de rédiger en espagnol, donc du coup, la question ne s'est à aucun moment ne s'est posée.
OK, donc il y a à la fois c'est stipulé dans le contrat et en même temps, si j'ai bien compris, il y a une marge de manœuvre. Toi, tu as fait cette décision et si, par exemple, tu avais, suite à cette discussion avec ton directeur, tu avais voulu soumettre l'idée de faire, je sais pas moi, 50-50 quelques chapitres en français, quelques chapitres en espagnol, tu penses que ça aurait été possible? Alors, j'imagine que oui, mais c'est pas vraiment l'usage. C'est-à-dire que dans toutes les thèses en Espagne que j'ai consultées, qui étaient rédigées dans une langue étrangère, c'était toujours l'introduction, non, pas l'introduction, la, le résumé, voilà, c'est ça, le résumé et la conclusion qui sont dans des langues étrangères. Après, c'était peut-être possible. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec l'administration, si c'est permis ou pas. Mais j'imagine que c'est plus harmonieux de se dire, voilà, donc on a tout, sauf les conclusions dans une langue, et ensuite les conclusions et le résumé, entre guillemets, ce qui est en marge et ce qui vient confirmer en fait tout ce qui a été développé dans une autre langue. J'imagine que oui, c'est pour des raisons de cohérence. Donc, mais peut-être que faire 50-50, ça aurait été possible, mais je t'avoue que là, la question ne s'est pas posée. Donc du coup, voilà. OK et donc bah, on mentionne quand même que même tes directeurs en France, du coup, parlent l'espagnol évidemment, ce qui, valide aussi ce choix-là. Alors là, c'est la question de la langue vraiment au niveau de la forme, mais finalement, je me demande est-ce que au niveau de la méthode, de la manière de construire la thèse, tu restes sur, une vision très, française une méthodologie de l'institution française qu'on peut retrouver dans différentes thèses de doctorat? Ou est-ce que tu as dû aussi mettre une façon de penser et de construire, on le sait, qui est un petit peu différente, la réflexion et le manuscrit plutôt selon l'institution espagnole? Alors c'est très amusant que tu me demandes ça parce que donc j'ai envoyé j'ai envoyé un premier envoi à mon directeur espagnol et donc il m'a fait venir donc en réunion de suivi et il m'a dit bah écoutez j'ai beaucoup apprécié on voit la méthodologie on voit que vous avez vraiment été formé en France c'est carré on sait où on va donc du coup j'ai placé dans mon manuscrit de thèse ben, tout ce qui m'avait été inculqué dans le mémoire, c'est-à-dire voilà, donc, une méthodologie ultra carrée, des choses comme ça. Et je l'ai fait aussi à, comment dire, à la lumière de l'exercice français. C'est-à-dire que, bon, je sais pas si on en reparlera par la suite, mais bon, en France, voilà, faire une thèse, c'est facile. Faire une bonne thèse qui apporte un bon rapport de thèse, c'est moins facile. Donc, si on veut en fait un bon rapport, il faut faire quelque chose qui soit solide, quelque chose qui intervient au terme de 4 heures de soutenance. Tandis qu'en Espagne, en fait, on a moins cette exigence. J'ai plus l'impression, au regard des thèses que j'ai lues dans le champ de la recherche espagnole, que c'est plus vu comme un exercice qu'autre chose, en fait. Et, et à partir de là, voilà, la thèse, c'est pas seulement un exercice, c'est montrer qu'on est on est un bon chercheur en France. Donc, ça exige une rigueur que des fois, ben, j'ai pas vu dans d'autres thèses espagnoles. C'est-à-dire qu'il y a des thèses en Espagne, je les ai lues. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues, tout ça. Mais, mais je me dis, c'est bizarre que ça a été soutenu. Ah, c'est intéressant ça, les différences entre les deux Ouais. institutions et le fonctionnement du doctorat. Faudrait voir peut-être au niveau des statistiques, est-ce qu'il y a plus d'inscrits, plus de financement, comment ça se répartit entre les deux pays? Ouais, effectivement. Et puis j'ai l'impression que c'est plus facile en Espagne, honnêtement. Mais après, ça a à voir avec ben, la place et la valeur de l'exercice, mais véritablement. C'est-à-dire qu'en Espagne, non, en France, bon, vous avez un doctorat, on sait que si c'est en sciences humaines, c'est pour faire enseignant-chercheur. Point final, rien d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire avec un doctorat si tu veux pas devenir enseignant-chercheur? Rien, rien. Ça sert à rien. C'est un titre honorifique. À part pour dire, euh, à part pour dire je suis docteur. Mais ça encore, ah, dans l'avion, il y a un problème, il y a un passager qui fait un malaise, l'équipage demande y a-t-il des docteurs? Et on dit oui, oui, je suis là, je suis là.
Je Euh, suis là, mais que par la pensée. voilà, exactement. Tandis qu'en Espagne, vous faites un doctorat, vous avez le titre, ça accorde d'autres privilèges. Et après, je suis pas au courant pour les autres régions, mais dans la région de Murcie, vous avez un doctorat et vous êtes prof, ça veut dire un petit supplément dans le salaire. Pareil, pour faire les oposiciones, voilà, on appelle ça, donc les concours en Espagne, c'est pas comme en France, c'est pas du tout comme en France. Dans les concours sont comptés non seulement la note aux examens, donc ils ont des examens, mais également, enfin la note au concours, mais aussi donc l'expérience professionnelle, donc si on a déjà enseigné, et si on a une thèse. Et le fait d'être docteur, ça donne des points. Voilà. Donc en fait, il est valorisé différemment en Espagne. La thèse, ça sert pas seulement à être euh, dans le circuit de l'enseignement supérieur, mais ça peut être un bonus à la fois financier et professionnel, hein, en sciences humaines. Hein, en sciences humaines. Après, tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est biologie, je sais pas, mais ça ouvre évidemment des portes différentes, mais en tout cas, dans les sciences humaines, c'est valorisé différemment. Mais tu vois, j'ai presque envie de faire un parallèle aussi avec l'Amérique latine, où c'est pareil, on va s'adresser à la personne qui est docteur bah, de cette façon, en disant docteur, suivi du nom, que ce soit les étudiants envers ce docteur, mais aussi les docteurs entre eux, et puis même parfois en dehors de l'université. Donc c'est vraiment, comme tu dis, un titre honorifique, alors qu'en France, ne serait-ce que, tu sais, dans les signatures institutionnelles ou finalement, dès que le statut de maître de conférence est obtenu, c'est comme si, bon, ça va de soi, on sait que la personne du coup est docteur, mais ce titre de docteur n'apparaît plus. On va plus jamais présenter la personne en disant, par exemple, dans un colloque, il est docteur en. Non. Et c'est vrai que c'est vraiment une différence culturelle parce que même dans les pays anglophones, bon, bah, le PhD, on le connaît. Tu vois, même dans les séries, dans les films, on va parfois entendre le PhD. Donc, ce serait encore une fois, je suis curieuse de savoir d'où ça vient, mais il y a vraiment des différences culturelles à ce niveau-là sur le, ce qu'on accorde comme importance à ce titre qu'on reçoit. Et ce diplôme, puisque c'est un diplôme, faut pas l'oublier non plus, hein. Exactement, exactement. Que ce soit au niveau honorifique, que ce soit au niveau voilà, donc pratique, oui, en dehors de l'enseignement, oui, c'est vraiment, la France est différente enfin, d'autres pays à cet égard-là, complètement, ouais. Mhm. Et alors du coup, se pose aussi la question du lieu de ta soutenance. Est-ce que tu as dit qu'il y en aurait qu'une? Comment ça se décide? Est-ce que c'est en France ou en Espagne? Exact. Donc le lieu de la soutenance, ça se décide donc avant d'établir donc justement ce contrat de co-tutelle. Et donc moi, on a dit directement que ce serait en France. Et par contre, voilà, donc c'est en France, donc du coup, ça répond aux normes françaises. Donc du coup, ça veut dire donc 4 heures de soutenance avec rapport à la clé. En Espagne, la soutenance, c'est une demi-heure. C'est pas la même chose. Et par contre, il est prévu dans mon contrat de co-tutelle qui est ben, que la thèse donc, pourra être notée en fonction des notes qu'on peut apporter en Espagne, c'est-à-dire bien, très bien, ou alors cum laude. Et donc toi, quand tu as choisi la France, bon, j'imagine que ça a été une discussion avec ta direction de thèse, Mhm. mais quels a pu être les éléments qui ont fait pencher la balance plutôt de ce côté plutôt que de l'Espagne? Est-ce que justement ça rejoint, comme tu disais, le prestige qui est associé à ce moment de la soutenance, ou est-ce que c'était tout simplement peut-être pour avoir plus de personnes qui puissent se déplacer et venir Euh, t'écouter? Honnêtement, j'ai pas je sais pas si j'ai envie que les gens se déplacent pour ma soutenance. Enfin, en tout cas, ma famille, parce que bon, les pauvres, ils parlent pas espagnol. Et donc, du coup, la soutenance se fera en espagnol. Euh, mais, mais honnêtement, à l'époque, je savais pas beaucoup. J'étais pas très au courant donc de ces démarches-là. Et oui, je me suis dit, oui, c'est plus simple en France. Je connais la France, je suis française. Alors qu'au final, bon, c'est différent. Ça obéit à d'autres règles en Espagne. Et c'est pas moins difficile. Mais voilà, donc c'est autre chose. Mais c'est plus instinctivement qu'autre chose. Et évidemment, mes directeurs, bien sûr, m'ont encouragé à soutenir en France, évidemment.
D'accord. Bon, mais c'est quand même beaucoup de questions à se poser finalement en début de thèse et on ne sait pas forcément ce qui va se passer par la suite. On ne sait pas non plus si on part vivre dans le pays le deuxième pays. On ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être que l'expérience sera très bonne ou au contraire mauvaise. Donc, il y a quand même beaucoup de décisions à prendre. C'est ce que j'en retiens en pré-thèse, quoi. Exact, exact. Et je pense que si j'avais pris contact avec d'autres personnes qui étaient en thèse ou que j'avais moi-même connu des personnes qui étaient en thèse, peut-être qu'il y aurait des choses qui seraient dessinées différemment. Mais quoi qu'il en soit, comme j'avais pas ça, eh bien, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, oui, ça fait beaucoup de décisions sur quelqu'un qui a pas écrit une ligne. C'est pour quelqu'un qui a pas, qui avait pas consulté l'essentiel de la bibliographie, parce que voilà, mes mémoires étaient sur des sujets différents. Ouais, ça fait beaucoup, c'est vrai. Ben, merci beaucoup de nous avoir partagé ce parcours-là. Bon, ça va de soi, mais je le redis, hein, ici, à chaque fois, c'est des expériences personnelles, des vécus qui sont généreusement transmis à la communauté. Mais bien évidemment, les expériences peuvent être différentes d'une personne à une autre. Si vous faites votre co-tutelle dans un autre pays, forcément, les codes seront différents. Mais on espère qu'en tout cas, ça permet d'avoir un soutien émotionnel, de vous montrer que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans ce cas de figure. Il y a énormément de co-tutelle et ça doit être bien évidemment valorisé par la suite, que ce soit dans le CV ou même en expérience de vie. J'imagine que ça t'a apporté pas que sur le plan des études et professionnelles, mais aussi personnel. Ah oui, oui, complètement, complètement. On en apprend beaucoup. C'est beaucoup de sacrifices parce que ce soit financier, que ce soit du temps, mais on en apprend beaucoup et globalement, bon, pour moi, ça a été une très bonne expérience. C'est pas le cas de tout le monde, mais très contente d'avoir pu bénéficier de ces années pour déjà rester dans les deux pays et pour voilà, donc consacrer globalement à la recherche et globalement ce qui me plaisait, hein, parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, donc voilà. Bon, alors maintenant, on peut peut-être passer à notre sujet thématique, à savoir la rédaction de la thèse, bon, que ce soit en français ou en espagnol. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, toi, donc là, tu es en quatrième année, à quel moment tu as commencé à rédiger ou est-ce que, selon toi, je te pose une question un peu difficile, est-ce qu'il y aurait un bon moment? Est-ce qu'on entend plusieurs méthodes? Est-ce que c'est donc toi, tu as plutôt commencé dès le départ à écrire plein de petites choses et puis à la fin, tu les as assemblées? Ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu aurais eu une sorte de déclic où tu as vraiment commencé le manuscrit? Comment est-ce que ça s'est passé à la fois dans ta tête, mais aussi de manière concrète? Comment est-ce que ça a pris forme? Eh bien, c'est très, très simple. En fait, il y a vraiment eu un moment. C'est-à-dire qu'initialement, donc j'avais un sujet qui était fort ambitieux, mais pour moi, en fait, ça allait de soi parce que, voilà, c'était un sujet qui avait été abordé, mais pas sous le bon angle, ou alors qui avait pas spécialement été abordé en soi et voilà, donc c'était quand même ambitieux. Il y avait un gros corpus et c'était ce sujet-là que je voulais faire. Et pendant la deuxième année, je me suis dit: «Allez, bah, je vais me mettre à l'introduction, je vais baliser l'histoire, voilà, donc je vais commencer l'introduction» et en fait, toute l'année, j'ai pataugé. Après, je vais me dire: «Oui, c'est possible que tu aies pataugé parce que tu avais un contrat d'altern à côté, tu avais des cours à préparer que tu avais jamais donnés, c'est normal de patauger». Mais je n'avais rien fait. J'avais commencé à essayer de faire l'état de la question, de faire la contextualisation et puis je me suis dit: «Ah, je me noie». Quand j'étais en quatrième, on avait parlé un petit peu, en espagnol justement, en cours d'espagnol, on avait commenté une photo et c'était des personnes qui étaient qui étaient dans l'eau jusqu'aux genoux et qui étaient en train de nettoyer des choses par rapport à une marée noire, non? Une marée noire et en fait, c'était un travail qui avait l'air colossal, justement parce qu'en fait, on voyait pas la fin, on voyait juste eux et autour la mer et je me suis sentie, en fait, comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait trop de choses, c'était trop vaste, c'était trop ample, je voyais pas la fin, j'étais embourbée dans ma marée noire et j'y arrivais pas parce que, voilà, il y avait des choses où je voulais les traiter, mais au final, en fait, ça appelait à d'autres choses et on avait terminé avec une introduction de 80 pages. Personne n'a envie de lire une introduction de 80 pages. Donc, ce que j'ai fait en deuxième année, mais c'est pas une blague, hein.
En deuxième année, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais réduire mon sujet, sinon je n'y arriverai pas. Voilà. Parce qu'une thèse, c'est avant tout un exercice c'est un exercice avec un certain nombre de pages, c'est un exercice qui est terminé. Parce que sinon, en fait, c'est juste des velléités, c'est juste des ambitions, voilà. Non, une thèse, mine de rien, c'est un manuscrit, et au final, il faut commencer avec une majuscule et terminer avec un point final. Et je me voyais pas mettre ni la majuscule ni le point final avec le sujet que j'avais, donc du coup, je me suis dit, hop, terminé, je vais me réduire à ma troisième partie. Et j'ai eu énormément de chance parce que mes directeurs ont complètement validé ce choix et ils ont eu tous les trois des retours très positifs. Ils m'ont dit oui, allez-y, il n'y a aucun problème, c'est une très bonne idée. Et c'est à partir de là, à partir du moment où j'avais repensé mon sujet, je m'y suis mis et c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et j'avais beaucoup plus de motivation. Voilà, donc la motivation que j'avais pas eue pendant cette année où je me suis dit ah, et ben, elle m'est vraiment venue à partir du moment où je me suis dit, voilà, mon sujet, en fait, c'est un tiers de mon sujet. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le réduire. Donc voilà, c'était à ce moment-là, fin de deuxième année. Donc on est plutôt sur la qualité que la quantité. Ça a été un peu ton déclic. Et est-ce que aussi le fait, tu disais, mes directeurs ont validé ce choix, est-ce que ça aussi, ça y a participé? Parce que par exemple, si je compare avec mon expérience, j'ai aussi eu une grosse période de blocage, mais le fait que ma directrice lise une première partie et la valide, enfin du moins me dise oui, c'est bon, tu réponds aux normes universitaires attendues, ça m'a vraiment aussi débloquer quelque chose dans l'esprit en me disant c'est bon, je peux continuer, je suis sur la bonne Ah voie. oui, oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, vu qu'en fait, enfin, la thèse, c'est vraiment pas comme la prépa grecque. Enfin, on n'est pas dans un effort collectif qui tendent, de personnes qui tendent vers le même objet. En fait, t'es toute seule avec ton objet. Et le fait de se dire, bah, il y a quelqu'un qui me valide, qui valide ce que je fais, oui, ça fait un bien fou. C'est-à-dire que si derrière, enfin, déjà, si derrière, il y a pas cet appui-là, c'est beaucoup plus difficile de se dire oui, allez, ben, on y va envers et contre tous. Non, 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 le fait d'avoir eu cet appui-là, c'est sûr que ça donne un boost supplémentaire et, et ça permet donc justement donc, de se conforter dans cette idée et justement de les valider. Et donc du coup, oui, ça donne beaucoup plus d'énergie pour continuer, ça c'est sûr. Hein. Sans l'appui des trois, je pense pas que j'y serais allée avec autant d'entrain. Ou alors j'aurais repensé mon sujet, j'aurais dit, bon, peut-être pas cette partie, mais une autre. Mais oui. Ouais, c'est vrai que la thèse, c'est quand même un peu particulier parce que contrairement aux années précédentes où en master, en licence, en prépa, par exemple, on est amené à faire des exercices de rédaction, commentaires de texte, dissertation, mais on nous explique la méthode, on nous montre comment l'appliquer. Et là, on doit produire un manuscrit qui répond quand même à des normes académiques, mais on n'a pas vraiment de formation obligatoire sur comment structurer la thèse. Finalement, c'est plus en consultant d'autres d'autres écrits, on voit à peu près des choses qui se répètent. Comme tu disais tout à l'heure, il y en a qu'on écarte vite parce qu'on se dit, moi, je veux pas faire ça me semble pas très bien. Donc, c'est quand même un peu de la découverte ouais, personnelle et il faut tester, quoi. Tant qu'on n'a pas testé, on sait pas trop si on est sur la bonne voie ou pas. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte en rédigeant donc le nouveau projet de thèse, donc évidemment qu'il y avait des points communs avec l'ancien, mais qui était très vaste. Mais en re-rédigeant ce nouveau projet de thèse, voilà, c'est un petit peu oui, comment dire, oui, un échantillon et de se dire, ah ben oui, en fait, c'est celui-là que je veux, en fait. Et oui, effectivement, complètement d'accord avec toi. Et alors, je me demande, quelle est la place, dans tout ça de ton plan sur l'avancée de la rédaction? Parce que c'est pareil, souvent on entend, du moment que, tu n'as pas ton plan de manière très détaillée, tu ne pourras pas te lancer dans la rédaction et le plan apparaît comme, une parfois, voilà, un squelette nécessaire, une base essentielle, qui va peut-être, débloquer, l'acte de la rédaction. Est-ce que toi, ça a été le cas? Est-ce que c'est vraiment un support sur lequel tu t'appuies et qui te permet de te guider? Ou est-ce que tu pourrais conseiller, ça te semble envisageable aussi de commencer à écrire des petites parties sans forcément avoir cette recette de cuisine à l'avance? Alors, moi, le plan est arrivé une fois
que j'ai rédigé l'introduction. C'est-à-dire que d'abord j'ai fait l'intro et en fait, si on réfléchit bien, enfin pour moi, ça pouvait pas être autrement. C'est-à-dire que comme en fait la thèse, bah, finalement, c'est ultra progressif, c'est-à-dire que d'abord, on plante le cadre. Ensuite, oui, on développe nos idées et finalement on conclut. Finalement, je me suis dit, cet ordre, il est tellement adapté à l'exercice de la thèse, viens, je vais le suivre. Et genre, je me suis pas dit, je vais faire l'introduction après le plan. Voilà, donc j'ai fait vraiment après l'introduction. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bien balisé et que tu as bien fait le tour de l'état de l'art, de l'état de la question, c'est seulement à ce moment-là qu'en fait peut émerger un plan. Et c'est vrai que quand on commence à faire les lectures, bon, on a des petites idées un peu flottantes, mais pour moi, le plan est arrivé après l'introduction et après, évidemment, avoir lu ma vidéo. Et voilà. Ce qui, soit dit en passant, ne veut pas dire que je me suis tenue à mon plan millimétré ou que j'avais un plan ultra millimétré. C'est-à-dire que dans mon plan, j'avais donc mes parties, mes sous-parties. Cet ordre n'a pas changé. Cependant, l'ordre des sous-parties a changé. La troisième partie, les sous-parties que j'avais mis, je, c'était plus intuitif que vraiment millimétré. Donc du coup, la troisième partie, en fait, ne ressemble pas beaucoup. La première partie telle qu'elle est rédigée ne ressemble pas beaucoup à ce qu'il y avait sur le plan tel que je l'ai présenté à mes directeurs et tel que je l'ai suivi. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas une bonne partie, hein. Mais c'est sûr, ça guide, c'est une encre. Mais après, il ne faut pas se dire, si je ne le suis pas à la lettre, c'est pas bon. Parce que de toute façon, euh, les plans sont toujours appelés à évoluer. Parce que sinon, enfin, il ne faut pas se dire, voilà, maintenant que j'ai tout et que tout est millimétré, ça y est, je rédige. Parce que finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent en rédigeant. Et ça, je sais que on l'a souvent entendu. C'est Mmh. complètement vrai. C'est complètement vrai. En rédigeant, on affine, on se rend compte de ce qui est redondant, de ce qui mériterait d'être approfondi. Et il y a carrément des autrices, pour moi, qui sont parties, en fait. Et d'autres qui ont été plus approfondies alors que je ne pensais pas les travailler autant. Donc voilà. Ouais, ça c'est très vrai, c'est très bien que tu le soulignes. Je trouve, moi je me reconnais beaucoup aussi, par exemple au niveau de l'analyse du corpus, on se dit tant qu'on n'a pas exploré parfaitement notre corpus, on peut pas se lancer dans la rédaction. Et en fait, en rédigeant, on trouve des éléments d'analyse nouveaux. Et on se rend compte à quel point tout se joue au moment de la rédaction. C'est là qu'on construit beaucoup de choses auxquelles on n'avait pas Mais pensé. ne serait-ce que pour confirmer tes hypothèses, tu vois? C'est-à-dire que si, bon, il y a quelque chose que tu avais pas vu ou alors il y a une poétesse enfin, je parle de poétesse parce que c'est mon cas. Il y avait une autrice, voilà, donc qu'on n'avait pas, enfin que j'avais pas à laquelle j'avais pas spécialement pensé, elle peut très, très bien s'insérer dans le cours des développements et en fait, ça confirme, l'hypothèse qu'on avait émise, donc c'est génial. Voilà, mais voilà, s'il n'est pas millimétré à la virgule près, c'est pas la fin du monde. Hein. Ouh là là, loin de là. À partir du moment où vous dites, bon, allez, ça y est, j'ai un truc à peu près qui fonctionne à peu près, je peux commencer à rédiger, et ben c'est pas. Et que ce blanc a été validé par les directeurs, bien sûr, eh bien, c'est pas ce qui doit nous arrêter. Et alors, tu disais que tu trouvais que la structure de la thèse était déjà tellement claire qu'en fait, tu voulais y aller, suivre cet ordre-là, d'abord l'introduction, puis le plan. Est-ce que, après, quand tu as rédigé, du coup, tu as suivi cet ordre, 1er chapitre, deuxième chapitre, ou est-ce que, ça peut t'arriver de rédiger, dans un sens un peu aléatoire, d'abord le chapitre 6 puis revenir au chapitre 1? Ou est-ce que tu as gardé aussi une logique progressive dans la rédaction? Alors, donc j'ai gardé l'ordre des parties, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord partie 1, partie 2, partie 3, mais ça m'est arrivé de faire une sous-partie avant une autre. Et ça, par contre, je l'ai un peu regretté, pas au sens où bon, ça m'a complètement mis en l'air tout mon travail, mais c'est surtout que il y a des poétesses que j'introduis et en fait, je les avais introduits avant ou alors après, et du coup, en fait, ça, du coup, il faut le reprendre. Il faut se dire, ah, donc la poétesse, une telle, que nous présenterons à partir de maintenant. Ben non, en fait, parce qu'elle était déjà présentée.
Donc du coup, il y a des petits, il y a des petites retouches à faire. C'est un peu embêtant, mais c'est pas la fin du monde. Mais voilà, donc j'avais fait d'abord partie 1, partie 2, partie 3, et puis de toute manière, quand en fait il y a une progression, c'est bien, mais l'ordre des sous-parties, enfin, j'avais pas fait toutes les sous-parties dans l'ordre. Après, voilà, donc ça cause ces petits soucis-là, mais c'est vraiment bon, marginal. Et il y avait autre chose aussi. Le problème aurait pu se poser, le problème aurait pu se poser pour ce qui est des citations, non? C'est-à-dire que les citations, heu, bon, les garder pour le dernier moment, c'est pas une bonne idée, mais il faut pas, en fait, les mettre en forme comme si enfin, il faut pas mettre les appels de notes en forme comme si c'était le jet final, c'est-à-dire ne pas mettre les IBID, les, OPKIT direct. Parce que, parce qu'au final, eh ben, il y a des citations qui vont se déplacer, d'autres qui vont s'intercaler, et au final, on se perd dans les ibides et on a envie de s'arracher les cheveux. Et ça, c'est un conseil que j'ai eu de ma directrice de mémoire et que j'ai gardé précieusement depuis. Donc toutes les citations, en fait, vraiment, genre mettre exactement ce que c'est, et puis vraiment le jet final, 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 eh bien, sera celui qui contiendra les ibides et les opkits, opsites. Bon, voilà. Je suis un peu contaminée par le latin actuellement, excusez. Mais, mais du coup, ça n'a pas été un problème, et c'est tant mieux. Mais ça aurait pu l'être si, voilà, donc j'avais vraiment rédigé dans un ordre ultra aléatoire. Bah, ça, c'est un vrai conseil très concret. Il y en aura d'autres certainement tout à l'heure, mais qu'on peut donner. Moi, quand on a parlé, justement, je pensais aux notes de bas de page, où on se retrouve à la fin à plus savoir quand est-ce qu'on a cité pour la première fois l'ouvrage. Et bon, on a toujours quelques ouvrages de référence qu'on aime bien et qu'on remet dans chaque partie. Et ça peut être une prise de tête à un moment où on a d'autres choses à penser, comme l'impression, l'organisation de la soutenance. Et la mise en page de la bibliographie. Mais ça, on y reviendra. Alors du coup, maintenant, si on parle un peu de l'organisation, mais plus dans un sens, l'espace de travail, est-ce que tu pourrais nous partager ce qui a fonctionné pour toi et si tu aurais des conseils? Comment bien organiser son espace de travail? Est-ce que toi, tu es une de ces doctorantes qui peut travailler à la fois dans un café, dans l'avion, un peu partout? Est-ce que tu as besoin d'avoir tes petits rituels? Et est-ce que même au niveau du planning, est-ce que tu te cales des plages horaires? Mais en même temps, on sait bien qu'on a d'autres choses à côté et que c'est pas toujours facile de s'y tenir. Est-ce que tu as des petits conseils à donner qui auraient fonctionné pour toi? Alors, ouais, il y a pas mal de choses qui ont fonctionné. Il y en a d'autres qui étaient pas top top. Donc du coup, alors ce qui a fonctionné déjà, travailler en raccord avec sa chronobiologie. Ça c'est super important. Il y a des personnes qui sont du matin, il y a des personnes qui sont du soir. Moi, je suis du matin, matin, matin. Donc du coup, je me disais, ben, je vais travailler quand je sais que ça fonctionne pour moi. Donc moi, j'étais au taquet vraiment au saut du lit. Donc du coup, ben, au saut du lit, j'y allais. Et dans la famille, je crois que c'est génétique finalement, parce qu'il y a tellement, enfin dans la famille on est tous comme ça, mais dans la famille on se réveille quand même assez tôt, et du coup moi je me réveillais très tôt. Alors initialement j'avais commencé, je me suis dit allez, on est réveillé à 5 heures, ça je l'ai tenu 2 semaines, et encore, je me suis dit ouais je fais 5 heures midi, et puis c'est tout. Et puis après genre j'y pense pas du tout. C'était un conseil donné par une amie qui le tenait de sa directrice. Et ben, j'ai pas tenu très très longtemps, mais par contre, j'ai continué à me lever tôt parce que eh ben, ça offre des avantages. C'est-à-dire qu'à 6 heures du matin, il y a personne qui est debout. Il y a personne qui est debout, donc pas de distraction. Pas de distraction, pas de mail. Voilà. Autre chose par rapport aux distractions, j'avais ça par contre c'est une astuce que je tiens de mon compagnon. Lui, il a commencé à faire il faisait des pomodoro pour estudiar, pour étudier. Et les pomodoro, ça a beaucoup beaucoup fonctionné pour moi. Donc du coup, je me tenais strictement au pomodoro. C'est-à-dire que voilà, donc c'est 25, vous travaillez 25 minutes, on s'arrête 5 minutes, 25, 5, 25, 5, une pause d'un quart d'heure toutes les 4 plages, mais de se dire, voilà, donc c'est 25 minutes, je m'y mets au sérieux, je m'y prends au sérieux, le téléphone, je l'oublie, je me force à ne pas ouvrir mes mails et à ne pas regarder l'architecture de la pièce. C'est-à-dire, voilà, donc je m'y mets sérieusement. C'est-à-dire que le fait de prendre des pauses,
ça aide beaucoup parce que des fois, en fait, on est vraiment très, très enfoncé quelque part et en fait, on se rend pas compte que si on relève la tête et qu'on oublie 5 minutes le sujet, ça va beaucoup mieux. Après, je me cache pas que voilà, il y avait des jours j'étais un peu fatiguée et du coup, donc je faisais une pause de Pomodoro et j'avais oublié de mettre j'avais oublié de mettre la pause, je me suis endormie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce qui m'amène, ce qui m'amène à mon prochain conseil. Non, non, on y viendra plus tard. Mais aussi, donc, ne travailler que à la mesure de, de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que euh, tous les jours, en fait, travailler plus que 5 heures sur la thèse, moi, je pouvais pas. C'était pas possible. C'est-à-dire, je disais, bon, 5 heures, maxi, pendant la rédaction, hein, pendant la phase de rédaction, 5 heures, au bout de 5 heures, j'ai un peu le cerveau qui chauffe, donc on va faire autre chose. Euh, et surtout, donc voilà, donc sortir, aller s'aérer un peu la tête. Mais voilà, donc se dire, ouais, je vais travailler en dents de scie, il y a des jours je fais rien et d'autres, vraiment, je fais 19 heures, je mange pendant que je fais la thèse. Personne ne fait ça, c'est impossible à faire, et le cerveau refuse, c'est bien simple. C'est-à-dire qu'il se dit, stop, stop, on reprendra demain, parce que là, voilà, donc il a une limite, vraiment, il a une limite, et moi je sais que ma limite c'était 5 heures, et effectivement, enfin, je vais regarder un petit peu les études, parce que toujours besoin d'une validation a posteriori, et voilà, donc il y avait des études qui disaient que le cerveau il était efficace 5 heures. Et à quoi ça sert en fait de faire fonctionner le cerveau s'il n'est pas efficace? À rien, juste à se fatiguer. Personne n'a envie de ça. Autre chose donc par rapport au fait de ne pas s'endormir, du coup travailler avec un bureau. C'est-à-dire que moi au début j'étais là et je me disais oh, allez on s'y met, je prenais le petit ordinateur portable et je travaillais dans mon lit. Résultat j'avais mal au dos. Au bout d'un moment j'avais la tête qui tourne, c'est-à-dire que je me levais j'avais la tête qui tournait. Et du coup je me suis rendu compte que c'était parce que je travaillais allongé pendant 5 heures. Et ça j'ai fait quand même quelques temps parce que je sais pas, j'avais pas très envie de travailler au bureau. Mais là, je m'y suis véritablement mis. Donc, travailler au bureau et travailler dans les endroits où vous savez que ça fonctionne. Il y en a qui ont besoin d'un bruit de fond, donc du coup ils vont dans des cafés. Bon, il faut avoir le budget, hein, Starbucks tous les jours. La bibliothèque, ça fonctionne bien aussi. Veillez à ne pas vous mettre à côté de L1, L2. Parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour se protéger du froid en attendant le prochain cours. Donc voilà, donc se mettre. Je savais que moi la Bibli ça fonctionnait parce que du coup ça m'empêchait de prendre mon téléphone, ce qui m'empêchait pas de faire des pauses, de me lever et de m'étirer dans le couloir. Bon, les gens sont pas là pour vous observer, donc du coup on peut le faire tranquillement. Et je sais que bosser à la Bibli ça m'avait bien donné un cadre et ça m'avait obligé à me concentrer. Donc ça, voilà, donc je faisais mes 5 heures, je me disais allez hop. Donc je commence, je fais ma première heure tôt chez moi parce que la bibliothèque n'est pas ouverte à 6 heures du matin, personne ne fait ça. Mais à partir de 8 heures, je m'y mets, je reste jusqu'à voilà, donc 11 heures en comptant les pauses plus ou moins. Et voilà. Et surtout se dire, bon, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et les jours sans, eh bien, c'est des jours sans. Et puis voilà. On peut pas pousser à sa limite. Il y a des jours où ça va pas. Et ces jours où ça va pas, se dire, je le prends doucement, mais l'automo con calma, comme on dit, et s'accorder de se dire un jour, ouais, je le fais pas, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde. Euh, voilà. Et en faisant tout ça, eh bien, voilà, donc j'ai réussi à rédiger en un tout petit peu plus d'un an toutes mes pages. Voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles, j'ai envie de rebondir. C'est vrai, toi, tu disais que tu es plutôt du matin et ben, moi, du coup, je suis plutôt du soir. Donc on a les 2 cas de figure. Mais en tout cas, que ce soit le matin très tôt ou le soir très tard, les bibliothèques ne sont pas ouvertes. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, créer une bibliothèque 24/24 pour les doctorants. Mais c'est vrai, moi, ça va être plus le soir, la nuit, 2-3 heures du matin. Mais en fait, c'est pour la même raison, parce que c'est calme et que je sais que je vais recevoir ni des messages, ni des mails. Et je pense que c'est là qu'on voit aussi peut-être une différence entre les doctorants d'il y a 30-40 ans et aujourd'hui, où on doit quand même faire face à cette sollicitation extérieure et qui n'est pas qu'une sollicitation de distraction, parce que comme tu disais, les mails, c'est aussi, bon ben voilà, parfois on a des choses très urgentes à traiter enfin, dans le monde professionnel, et on est toujours tiraillé entre c'est urgent, c'est tout de suite, donc je vais le faire,
la thèse, c'est plus à long terme, donc je peux reculer, mais en fait, à force de retarder le long terme, ben, ça devient du très très long terme. Donc c'est vrai que ça demande quand même un effort de pouvoir dire non, c'est pas si urgent que ça, cette tâche, elle peut attendre 1 heure, et je me donne à cette activité qui est la rédaction de la thèse. C'est pas toujours évident, mais je suis d'accord avec Des toi. fois, ça implique aussi de dire non aux collègues, hein. C'est-à-dire que des fois, mettons, enfin, le truc, c'est que quand on travaille à la fac, on sait qu'on travaille avec des collègues qui sont passés par là. Et moi, j'ai eu de la chance parce que mes collègues étaient ultra compréhensifs. Et par exemple, quand je partageais une matière avec quelqu'un, je lui disais, regarde, enfin, on essaie de se partager la matière et je lui disais, bon, écoute, regarde là, par contre, j'ai la thèse, je peux pas. Et enfin, la thèse, c'est aussi apprendre à dire non, à dire non. Par contre, là, enfin, ça fait 5 heures que je suis sur l'écran, j'ai pas envie en plus d'aller, enfin, je ferai la prochaine fois si tu veux, mais là, enfin, voilà, se dire que, enfin, si à un moment donné on veut pouvoir mettre un point final, des fois ça implique de se dire que voilà, on peut pas tout faire, on peut pas tout faire, et on peut compter sur l'aide d'autres personnes et sur la compréhension d'autres personnes, des personnes qui travaillent avec nous, point final. Voilà, faut toujours se le dire. Ce qui veut pas dire que voilà, on est complètement ingrat et on, on, on pique le travail des autres. Non, absolument pas. Mais de se dire, voilà, je travaille à la mesure de ce que je peux faire, point final. Je sais que je peux bénéficier voilà, de l'aide de mes collègues, je sais qu'ils sont compréhensifs, et c'est important de le tenir en compte. Voilà, ça c'est important. Et puis mettre un point final et dans l'idéal, sans un burn-out, en plus, donc s'écouter, ce que tu disais là-dessus, écouter son corps et là aussi j'aimerais faire plusieurs liens. Déjà, on n'a pas tous et toutes la même vie, donc les mêmes conditions de travail et j'espère recevoir aussi sur le podcast, par exemple des doctorants qui sont parents, qui doivent du coup essayer de gérer dans l'emploi du temps à la fois la thèse, l'emploi qui est souvent à côté, puisqu'on est rarement financé que pour la recherche. Donc, il y a éventuellement de l'enseignement ou travail en entreprise et aussi va intégrer l'emploi du temps des enfants avec les activités et puis tout simplement leur donner du temps de qualité. Donc, c'est vrai que chacun doit adapter à l'échelle de ce qui est faisable pour lui pour ne pas péter un Ah câble. oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le burn-out, ben c'est bon, c'est terminé. Enfin, non, le but du jeu, c'est vraiment de ne pas y arriver, de se dire, enfin, voilà, il faut pas arriver à cet extrême-là parce qu'au final, après, ben, ça s'arrête et tout ce qui a été fait, a été fait pour rien, entre guillemets. Après voilà, donc c'est vraiment pas l'objectif. Et puis comme tu disais, mais je crois que ça, on en parle de plus en plus dans la société de manière générale, pas forcément que pour les études, mais c'est vrai que on commence à se rendre compte avec les méthodes Pomodoro, etc., que finalement, parfois on travaille sur des plages plus courtes, mais plus efficacement parce qu'on a une concentration pleine et entière, et donc on avance plus. Alors c'est pas non plus, il faut pas non plus avoir une vision utopique, hein. La thèse, c'est un travail de longue haleine, et donc ça demande plusieurs années et d'y consacrer de nombreuses heures. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à se dire, je passe du matin à l'après-midi à la bibliothèque jusqu'à m'épuiser, Mmh, alors qu'une bien demi-journée, sûr, mais vraiment avec une concentration pleine et entière, ça peut donner lieu au même résultat. exact. C'est vraiment la mentalité corporate de work smarter, work smarter, not harder. Travailler plus intelligemment, pas plus dur. Parce que plus dur, au final, ben oui, burn-out, merci, non. Donc voilà. Et je reprendrai l'expression que nous a donnée Thomas dans le dernier épisode. Donc, c'est pas de moi, c'est de lui. Mais je l'aime bien, c'est la disponibilité mentale. Et quand notre esprit est là, disponible et qu'on est dans de bonnes conditions, on avance plus efficacement. Et en parlant de productivité, efficacité, même si bon, j'aime pas forcément ces termes pour les appliquer à la création de savoir, parce que la preuve en est, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. J'aime prendre le temps et je pense que c'est important aussi dans le monde de la recherche bah, qu'on ait du temps pour exposer nos idées, alors qu'il y a quand même une tendance à faire bah, des présentations de plus en plus courtes, que ce soit dans les colloques ou alors parce qu'on manque de
temps. Mais est-ce que tu aurais malgré tout d'autres astuces que tu aurais mis en place qui t'ont servi au niveau de l'avancée efficacité du travail? Pas forcément que de la rédaction, mais peut-être des outils que tu as utilisés ou des ressources pour lire la bibliographie et peut-être plus sur des outils, que ce soit bibliographique, numérique. Est-ce que tu as manié des choses qui t'ont permis de gagner en Mmh. efficacité? Même au niveau de la mise en page, peut-être? Oui, ouais, il y a pas mal de choses que j'ai utilisées. Bon déjà, à la base pour la productivité, je m'étais fixé une règle qui était vraiment ma règle. C'est-à-dire je me suis dit: je une thèse à l'heure actuelle, c'est plus le cas avant, hein. Avant c'était beaucoup de pages. Mais une thèse à l'heure actuelle, sans la bibliographie, sans les annexes, sans rien, c'est quelque chose que, voilà, donc, que j'ai entendu justement d'une collègue dans le doctorat, c'est entre 300 et 400 pages. Et donc du coup, je me suis imposée de faire une thèse qui soit courte, parce que mine de rien, en fait, on peut aimer notre sujet et on peut aimer, voilà, de tout notre cœur la volonté de continuer à enfin, la volonté de faire, enfin, de donner le produit fini qui soit le plus fidèle à ce que mériterait ce sujet. Mais ça c'est la théorie. Et en fait, la thèse, finalement, le produit fini, il est pratique. Et il faut vraiment se mettre dans l'optique de est-ce qu'on va me lire si je fais 10 500 pages est-ce que le jury de thèse va apprécier est-ce que, oui, non, véritablement, est-ce qu'on va me lire et est-ce que ce que j'ai besoin de dire mérite d'être occupé par toutes ces pages. Et du coup, en fait, je me suis dit, en m'imposant la concision, ça va m'obliger à faire quelque chose pour le moins de dense, et deuxièmement, qui puisse être facilement lisible, parce que mine de rien, en fait, c'est une thèse, c'est pas quelque chose qui aspire à être voilà, donc sur une étagère, quelque chose qui aspire à être consulté, voilà, donc résumé, repris, etc., etc. Donc du coup, je me suis vraiment dit, il faut faire entre 300 et 400 pages, je veux faire 300 pages. Vraiment, c'était mon objectif. Et à partir de là, une fois que j'avais ce chiffre, qui pour moi en fait était plus symbolique qu'autre chose, après j'ai fait plus de pages. J'en ai fait 301. Mais une fois que j'ai eu ce chiffre, ça a été beaucoup plus facile de m'y mettre. Parce que du coup, le rétro-planning, en fait, c'est fait naturellement. C'est-à-dire que j'avais ma petite introduction, je crois qu'elle fait 26 pages, l'introduction, 26 pages. Et voilà, donc je soustrais ces 26 pages, et je me dis, allez, ben ça y est, du coup, on va répartir les pages qui restent, ces 280 pages, entre la partie 1, la partie 2, la partie 3 et la conclusion. Et à partir de là, se dire, voilà, donc j'ai ça à faire, et je vais la faire sur, eh bien, du coup, donc 50 pages ou 80 pages. 80 pages qu'on va diviser en 3, voilà, donc il y a 3 sous-parties, etc. Et à partir de là, en fait, ça nous oblige à aller droit au but. Et du coup, ce qu'on inclut, à inclure seulement ce qui est intéressant, ce qui mérite d'y être. C'est-à-dire que des fois, en fait, on a un phénomène, on a 10 000 exemples pour l'illustrer, mais en fait, la thèse, c'est pas une succession d'exemples. Et le fait de se dire, ben, je veux faire tel nombre de pages, ça nous oblige à sélectionner les exemples, à prendre ceux qui sont les plus parlants. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. C'est-à-dire que voilà, donc je me suis dit, ben, je vais pas tout mettre parce que j'ai pas envie de tout mettre, parce que tout mettre, au final, ça va être ennuyeux. Et personne n'a envie de s'ennuyer. Donc du coup, ça c'était ma règle c'est la règle que je m'étais fixée et qui m'a véritablement boosté de me dire voilà, plus de 400 pages, personne ne va nous lire, et moins de 300, c'est c'est un peu trop light. Après, les pages, on va dire que ça veut rien dire parce qu'il y a des universités qui imposent leurs normes et d'autres non. Et par exemple, à l'université de Bordeaux, il y a des normes imposées qui vont aux tailles des marges. On a des marges plus étroites. Et à l'université de Murrie, c'est pas du tout le cas, hein. Si tu veux faire des thèses en Cambria 16, espace double, on arrive facilement à 800 pages, d'accord, merci. Mais du coup, je me suis dit 300 pages normes Bordeaux, et bien finalement, ça équivaut à un petit peu plus normes Murcie. Et si on compte en nombre de mots, les universités espagnoles disent, si je ne me trompe pas, hein, entre 120 000 et 140 000 mots, encore une fois, sans les annexes, sans la biblio. Oui, c'est ça, entre 120 000 et 140 000. Plus de 150 000, c'est beaucoup trop.
Donc du coup, j'ai regardé et moi, effectivement, je suis à 139 000, quelque chose comme ça. Bon. Et finalement, en fait, ça rentre un petit peu dans les cases. Donc voilà, s'obliger à faire quelque chose qui soit pas des discours, des discours, des discours, ben ça, en fait, ça aide parce que et en plus, ça donne un sentiment supplémentaire de réussite, de se dire, voilà, donc cette partie qui devait faire 25 pages, elle fait 25 pages, j'ai fait mes 25 pages, je peux les cocher sur mon petit tableur euh, d'objectifs. Voilà, hop, c'est fait. Euh, et après, donc voilà, donc se dire, un truc qui m'avait aussi aidé, c'était voilà, donc de rédiger, et puis ensuite laisser décanter pendant même, des fois pendant un mois. Voilà, donc la partie, je la fais, voilà, donc je me dis que c'est le produit entre guillemets fini. Pendant un mois, je la touche pas, et après, donc un mois plus tard, je la lis avec des yeux neufs, et ça fait du bien, parce que du coup, donc je vois les trucs qui peuvent être retranchés, alors qu'au final, en fait, des fois, quand on fait la thèse, on lit, on relit, on relit, on relit, euh, on, et en fait, ce qu'on lit, c'est juste des mots. On lit plus le sens. Parce que voilà, donc on le connaît par cœur. Bientôt, voilà, on ferme le document et on pourrait citer en fait. Et non, en fait, c'est pas l'objectif. Il faut se mettre à la place de la personne qui l'a jamais lu. Et du coup, donc laisser passer ce temps, ça peut aider à s'en rapprocher le plus possible. Bon, niveau outils, niveau outils, Zotero obligatoire. C'est-à-dire, j'utilise Zotero et c'est tellement, tellement utile. Mais vraiment, je l'utilise comme les Américains natifs utilisaient le bison, mais vraiment jusqu'à la corde. C'est- J'ai même modifié l'algorithme. Non, j'ai même modifié le code pour qu'en fait ils mettent page au lieu de 2 points. Voilà, l'utiliser à bloc parce que ça fait gagner énormément de temps. Et des fois, je me dis, mais quand je faisais le mémoire, je n'utilisais pas Zotero, mais comment je faisais? Comment je faisais? Donc Zotero, c'est venu plus tard, mais Zotero vous aide énormément. Euh, Après, il faut le connaître, c'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, donc il a ses limites et il a ses avantages, c'est-à-dire que on colle le numéro, donc ISBN, et des fois, en fait, il est ben, la personne qui s'est chargée de remplir la notice biographique l'a fait avec les pieds. Bon, il faut reprendre un petit peu des fois les notes de la baguette magique, entre guillemets. Voilà, donc cette petite icône merveilleuse. Mais en dehors de ça, Zotero, ça aide beaucoup. Et pour débloquer le syndrome de la vache blanche, je sais pas si ce que je vais dire va être controversé, mais en tout cas pour moi ça a énormément marché et je vais le dire avec vraiment beaucoup de pincettes. Mais je sais qu'il y a des personnes en fait qui aiment pas, enfin qui ont justement peur de cette page blanche. Moi ce que je faisais c'était donc écrire un peu n'importe quoi, écrire ce qui me passait par la tête, rédiger quelque chose de mauvais et puis après donc le reprendre plus tard. Voilà, donc ça permet de débloquer. Et si vraiment il y a des jours où on se dit comment je vais entamer ça, bah du coup, moi je me suis servi de ChatGPT. Attention, attention, ChatGPT ne sait rien de notre sujet. Il sait des choses très superficielles et une chose qu'il sait très 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 bien faire, c'est broder. ChatGPT il brode à la perfection. Ils brodent comme nos élèves, vraiment quand ils n'ont rien à dire, ils brodent. Et donc du coup, on donne 4 mots-clés à ChatGPT et il nous sort un truc qui est complètement fumeux. Et du coup, donc, moi, je lisais ce qu'il disait et je me disais, c'est très très mauvais. Par contre, cette formulation, donc ce début de phrase ou cette fin de phrase, c'est une formulation qui pourrait être utilisée. Donc du coup, en fait, on prend vraiment ces 4-5 mots et à partir de là, en fait, il y a une phrase qui se développe. Mais encore une fois, ChatGPT ne sait rien de notre sujet. Non, à moins que vraiment le sujet ait été battu, rebattu, et encore, il rentre pas dans les détails. Il a une base de données qui est très très superficielle. Mais en tout cas, rédiger, il sait très bien faire des phrases à partir de 3 mots-clés, et des fois, c'est bien. Donc voilà, donc à aucun moment ne copier et ne coller tout ce que dit ChatGPT parce que de toute manière, bah, déjà, éthiquement, c'est non. Et enfin, en tout cas, c'est beaucoup trop flou. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont des problèmes avec la rédaction, s'inspirer du vent qu'il peut produire en quantité astronomique et instantanée, pour donner une base, pour se dire ah ça y est, voilà, ça permet de démarrer le moteur, ben c'est bien, voilà. Mais encore une fois, voilà, il ne produit aucune idée, il produit du flan. Mais c'est du flan qui a une apparence qui permet voilà, donc de donner voilà, le top départ. Boum. Et ça m'a débloqué peut-être 3-4 fois. Voilà.
J'espère que je trouverai un doctorant ou une doctorante qui fait sa thèse Ouais. sur les intelligences artificielles. Ce serait génial d'avoir une conversation là-dessus, de voir finalement, ils vont s'imposer dans nos vies, donc comment les utiliser, être conscient de ses limites et même dans l'enseignement à visée pédagogique, comment on les utilise en fait finalement ou comment on ne les utilise pas. Mais je pense que dans tous les cas, il faut comprendre leur fonctionnement pour ensuite avoir un avis et savoir comment les manier. Alors, tu disais en Espagne, ils parlaient en termes de mots pour la longueur de la thèse. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est beaucoup plus pertinent parce que, alors moi qui fais une thèse avec une spécialité en art visuel, j'introduis des images. Donc, finalement, le nombre de pages, et des images en plus parfois qui sont très grandes. Donc, le nombre de pages peut vraiment perdre son sens d'une thèse à une autre. Bon, après, il y a la question de la marge, de, bien sûr, l'interligne. Mais bon, en effet, quand tu mets même ou même des schémas, à chaque page, forcément, que ça évolue. Donc le nombre de mots, on devrait vraiment y réfléchir, je pense, pour essayer d'en déterminer un, peut-être une limite, Dans certaines universités, ils vous imposent des cours de rédaction et bon, c'était pas le cas à l'université de Murcie, ou alors j'ai moi-même pas suivi, mais quoi qu'il en soit, les PDF qui naissent de ces cours dans les universités espagnoles, par exemple l'université de Navarre, me semble-t-il, justement, donc donner cette limite. Et c'est bien en fait dès le départ, c'est-à-dire avant de rédiger, ni même avant de commencer à rédiger la bibliographie, avoir ce genre de cadre, ça permet vraiment d'avancer. Une méthode qu'on m'avait donnée quand j'avais vaguement suivi un cours de méthodo par rapport à la même chose hein, à l'université de Murcie, c'était le livre de Umberto Eco, je crois, Comment chercher una tesis doctorale. Et là, donc, oui, la même chose, là, donc il disait, voilà, il faut se restreindre, il faut se limiter parce que sinon il y aura zéro thèse qui sera faite. Mais c'est bien d'avoir en fait des limites en termes numériques. Et je sais qu'il y a des profs à qui ça énerve, enfin, que ça énerve d'entendre les élèves dire, Madame, combien de pages? Mais c'est une bonne question. Combien de pages, combien de mots? On a besoin de se cadrer. Moi, je sais que j'arrive à avancer à partir du moment où ben, j'ai justement cette petite jauge et j'arrive à colorier, à colorier la jauge au fur et à mesure. C'est une chose que j'ai faite d'ailleurs, c'est un peu ridicule. Mais pouvoir projeter visuellement, pouvoir véritablement cadrer la progression, ça aide. Moi, ça m'a aidé. Je sais que ça en aidera d'autres. Et l'objectif, voilà, c'est le produit fini. Donc si ça peut aider, c'est génial. oui, oui, comme tu disais, pour mettre le point final de la thèse, il faut connaître le bout du chemin, hein. C'est vrai que se projeter dans le vide, sans savoir, où ça se termine, je pense qu'au niveau du cerveau, c'est vrai que c'est pas du tout, efficace, ça ne fonctionne pas pour lui. Donc, on devrait, préciser ces éléments-là. Bon, en général, le directeur, la directrice apporte ces éléments, mais peut-être uniformiser, à l'échelle, pourquoi pas, des sciences humaines et sociales, en France. Bon, même si encore une fois, chaque discipline a ses codes et qu'on peut peut-être pas plaquer une méthode sur l'ensemble de ses doctorats, mais on pourrait y penser. Et alors pour terminer, on en vient, tu l'as déjà un peu évoqué, mais les phases de relecture, tu nous as dit donc tu laissais de côté et tu relisais. Bon, tu as aussi les retours des directeurs. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres choses que tu as mis en place, peut-être des relectures d'autres personnes qui sont dans le milieu universitaire ou non. Comment est-ce que tu appréhendes ces fameuses coquilles qu'il faut, dans la mesure du possible éviter, mais je crois qu'ils sont indispensables, Euh, qui font le charme de toute Non, thèse? mais non, la question est réelle, mais enfin, on s'en rend pas compte, mais effectivement, enfin, moi je sais que justement par rapport à ma technique, c'est-à-dire d'abord faire un truc moyen et puis après reprendre, je passe beaucoup plus de temps dans la reprise que dans la rédaction. Quoique, enfin, il y a des moments où non, où c'est l'inverse, mais généralement c'est comme ça. Et donc du coup, concernant la relecture, oui, donc fondamental, et puis ça montre finalement le sérieux. Enfin, à la fin, quand on voit une thèse, il y a 2500 coquilles, on se dit bon, la rédaction s'est faite dans le rush et on n'a pas envie de donner cette impression. Voilà. Donc, alors, il y a plusieurs choses. Mais déjà, évidemment, activer la révision sur Word. Et voilà, donc les traits rouges, mais, des fois, en fait, de regarder seulement par rapport aux traits rouges ou alors faire grammaire et orthographe. Des fois, ça aide. Après,
voilà, donc à partir de là, donc les noms que Word ne reconnaît pas, donc les mettre dans son dictionnaire, avoir un bon dictionnaire, ça c'est sûr, son propre dictionnaire. Je parle de Word, mais je sais que pas toutes les universités ne fonctionnent avec Word. Je sais qu'il y a, enfin, justement, ça c'était un des avantages de la co-tutelle, grâce à l'université de Murcie. Donc on a la licence Office gratuitement. C'est non négligeable. Pas toutes les universités ne l'ont, donc ça c'est super cool. Mais enfin, tout bon outil de traitement de texte qui se respecte là, donc en tirer profit. Deuxièmement, la relecture sur ordinateur, ça ruine les yeux. Bon, on le sait. Donc ne pas hésiter à prendre le manuscrit, donc voilà, l'imprimer, si ça coûte pas trop cher. Et voilà, donc l'imprimer et le relire en papier, parce que ça permet donc du coup d'avoir une autre vision. C'est que ça m'a aidé. Il y a des coquilles que j'ai vues en papier que j'avais pas vues ailleurs. Par rapport à ça, ça va paraître bête, mais il y avait des choses qui m'aidaient aussi, c'était prendre le texte, changer la police, et il y a des choses qui sortent en changeant la police. C'est très bizarre. Ou alors des fois, pour avoir un petit peu une impression de progression, je sais qu'il y avait des choses, je les ai rédigées dans une police, puis après une autre dans une autre, et ça permettait en fait de considérer le texte différemment. Après, c'est probablement placebo, hein. Mais moi, ça m'avait aidé. Tu dis que ça m'a aidé, ça m'a aidé. Et comme j'avais comme je rédige ma thèse en espagnol et que je suis pas native, eh bien, je me suis trouvé des relecteurs et voilà, donc j'ai 3 relecteurs. Et au début, j'en avais beaucoup besoin parce que j'avais pas confiance en mon texte, j'avais pas confiance en ma capacité à rédiger en espagnol. Des fois, enfin, au début, vraiment, j'ai vraiment pas confiance au point de prendre en français, de rédiger en français et puis après le traduire. Mais quoi qu'il en soit, même avec la traduction, même avec les outils de traduction, il y a toujours des choses qui passent pas. Il y a toujours des formules idiomatiques qui sont propres à une langue et qui passent vraiment mal dans une autre. Et ça, on le voit avec les tests justement qui n'ont pas été relus par des personnes natives. Du coup, moi, j'avais mes 3 relecteurs. Pas 3, ils vont pas tous les 3 relire la même chose. Les pauvres, mon Dieu. Euh, mais voilà, j'ai donné au début, hein, en tout cas. Après, il y a des parties, je les ai même pas relues. Enfin, je les ai pas fait relire. Mais avoir des relecteurs, ça aide. Et les relecteurs, c'est également les personnes qui vous disent, voilà, je comprends pas. Voilà, donc là, la phrase, elle est confuse, on ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas qui est le sujet. Et le fait d'avoir des relecteurs, donc tous les trois espagnols, hein, tous les trois espagnols, deux spécialistes de littérature et un troisième, non, un troisième voilà, donc spécialiste de traduction. Et pour le coup, le fait d'avoir ce regard extérieur, avant le directeur, hein, avant la direction, ben, ça permet en fait de limiter au minimum le nombre de coquilles. Et après, il faut évidemment savoir que ben, le but de la direction, après ça dépend de ce qui a été conclu avec la direction ou pas, mais aussi de corriger ces coquilles. Et une autre chose, c'est que, enfin, de par ben, ce que j'avais fait en mémoire, je savais que j'avais une directrice qui était à cheval, mais sur l'espace insécable près, et je l'en remercie infiniment. Ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu obligée à ne plus laisser passer ce genre de choses. Donc voilà, donc pendant 2 ans, j'ai eu droit à ça. Et maintenant, du coup, ça m'oblige à ne pas le faire. Donc, du coup, je le remercie beaucoup. Voilà. Bon, ben, on a bien fait le tour. Je pourrais parler avec toi pendant des heures sur ce sujet, mais si vous avez adoré cet épisode, pourquoi pas faire une partie 2. Ce sera avec plaisir, parce que je suis sûre que vraiment tu as partagé des conseils concrets qu'on ne trouve pas forcément dans les espaces académiques, universitaires. Enfin, ça se passe plutôt sur des lieux informels. Et voilà, tu as dit les choses sur des éventuels doutes qu'on peut avoir et qui peuvent parfois être tabous et pourtant qui sont communs quasiment à n'importe quelle personne qui démarre un processus d'écriture. Je suis sûre que ce soit une thèse ou même un ouvrage, un livre, un article, que ce soit à n'importe quelle échelle. Et pour terminer, je vais quand même te poser la question du podcast que je pose à tous les invités, qui est quel est ou quel a été ton rêve de doctorante? Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose au moment du doctorat où tu t'es dit, je veux absolument que ça ait lieu, que ça se fasse, alors que ça peut être
comme je disais à Thomas, une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être obtenir, un ouvrage, qui est, très peu accessible. Ça pouvait être, peut-être, aller voyager dans un autre pays. Voilà. Est-ce que tu avais un rêve qui s'est réalisé ou non? Ou est-ce que peut-être ton doctorat n'est pas terminé, tu en as encore un? Mon rêve au moment du doctorat, waouh, je m'attendais pas à cette question. Merci beaucoup. C'est une colle là pour le coup. Arte ont sorti un reportage sur une doctorante et enfin voilà donc sur le doctorat en sciences humaines et sur une dame qui est et donc du coup ils l'ont orienté autour d'une jeune femme qui avait fait en archéologie et à la fin donc elle soutient et donc ça y est c'est terminé, c'est la fin de la thèse et, et donc, du coup, après, il y a des plans où on voit la nature et on voit qu'elle est allongée dans l'herbe. Et je crois que mon rêve, c'est de m'allonger dans l'herbe comme ça et de me dire c'est fini, je suis en vacances, comme Clémence. Et ça s'est pas encore réalisé. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens, de lire de très belles choses. Bon, l'Espagne, je connaissais déjà, donc il y a pas véritablement de choses sur le terrain qui se sont réalisées, qui étaient vraiment mon rêve, parce que mine de rien, quand on fait une thèse en littérature, on a déjà quand même on a pas mal de terrain. Mais, mais ouais, je crois que mon rêve, ce serait voilà, m'allonger dans l'herbe à un moment donné. Et me dire, ça, c'est fini. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.